sujet sur lequel nous devons discuter ce matin donc, concerne l'accompagnement social ou l'aide sociale, sachant que les personnes certaines personnes, semble-t-il, qui ont le sida, je ne sais pas si on le dit crûment comme ça, certains nécessitent de connaître les dispositifs en place sur le territoire pour leur permettre éventuellement de faire appel à ces dispositifs en cas de nécessité. Et donc, hier, le vice-président était là, c'était avec vous, j'ai compris toute la matinée. Donc, il m'a aussi recommandé ce matin d'être là aussi avec vous pour discuter, si nécessaire, éventuellement répondre à vos questions. Donc, le conseil départemental de Mayotte a pris en main la problématique sociale il n'y a pas très longtemps, sachant que les textes ont été rendus applicables là aussi depuis 2015-2016. Donc c'est très récent. Il y a un certain nombre de choses qui ont été adaptées sur le territoire et au fur et à mesure des dispositifs sont déployés. Bien sûr, dans le cadre des travaux, des demandes, des formulations qui sont faites auprès de l'État pour que les mesures petit à petit se mettent en place. Juste pour présenter le département vis-à-vis de ces questions du social, le département dispose donc de la DGA Pôle des Solidarités, comme il dispose d'un DGA Enfance, Famille et Santé. Donc la DGA Solidarité est organisée en 3 directions. Il y a la direction des personnes âgées et personnes handicapées. Donc on travaille énormément sur la question de l'autonomie. La direction des prestations sociales, c'est tout ce qui concerne les prestations, à la fois les prestations de droit commun ou les prestations spécifiques pour le département, qui sont mises en œuvre par le département justement pour compenser l'absence des mesures nationales sur le territoire et aussi adapter un certain nombre de spécificités qu'on a sur le territoire de manière à permettre au grand nombre de bénéficier des aides au niveau du territoire. Nous avons aussi la DASTI, la Direction de l'action sociale territorialisée et de l'inclusion. Principalement, son travail, c'est le volet insertion. C'est cette direction qui a travaillé sur la question de RSA, mais je vous expliquerai un petit peu qu'à Mayotte, le RSA, on a fini par le rendre à l'État et ce qu'on se contente principalement du côté l'accompagnement. Autour de ces 3 directions, nous avons des unités territoriales qui sont localisées sur l'ensemble du territoire. Nous en avons 5. On les appelle les UTAS, les unités territoriales d'action sociale. Donc il y en a une en Petite-Terre, à Pamandzi, au nord à Dzoumogné, au sud à Chirongi, au centre à Chikoni et à Mamoudzou aussi on a une unité et ces unités sont en train justement de se mettre en place et de s'étoffer pour couvrir l'ensemble des besoins du territoire en appui, vous l'avez entendu dans l'intervention du vice-président, en appui des communes et des CCAS, parce que toute la stratégie dans le cadre de cette nouvelle mandature, c'est d'accompagner les communes, d'accompagner les CCAS pour qu'ils prennent pleinement la mesure de leurs responsabilités et interviennent dans la territorialisation la plus proche de manière justement à n'oublier personne. L'objectif du vice-président et de la majorité, c'est de n'oublier personne. Il faut que tout le monde puisse bénéficier des dispositions qui existent et notamment les connaître déjà et lui permettre d'en bénéficier. Et autour de ça, sur le volet handicap, nous avons la MDPH, donc qui est un GIP
et qui se développe de plus en plus, sachant que dans ce cadre-là, nous avons les dispositions juridiques qui s'appliquent petit à petit et qui améliorent en fait la prise en charge, la prise en compte des personnes handicapées sur le territoire. Voilà, globalement, je voulais vous présenter un petit peu la structuration du territoire pour que vous puissiez en prendre connaissance. Donc, je me suis présenté, je pense que c'est déjà écrit, Mohamed Saïd Amidoni, hein, donc le DGA Solidarité. Je me suis posé la question sur quel rôle, on va commencer, quel est le rôle du département en matière d'action sociale. C'est le premier, je crois. Voilà, voilà celui-là. Voilà, donc il y a trois thématiques, hein. La lutte contre l'exclusion et la pauvreté, donc j'ai commencé un petit peu à vous brosser la situation, c'est les mêmes hein, sur l'ensemble du territoire national. Hein. Par contre, à l'intérieur, on injecte chacun les différentes dispositions qui permettent de s'adapter au territoire. L'aide aux personnes âgées, donc notamment sur Mayotte, c'est la question de l'autonomie. L'aide à l'enfance, donc j'en parlerai pas beaucoup parce que c'est mon collègue, le DGA Aben, Enfance, Famille et Santé, je pense qu'ils sont intervenus hier, éventuellement pour vous en parler, je ne sais pas. Et l'aide aux personnes handicapées qui couvre un petit peu les 4 champs d'intervention du territoire. Nous avons aussi spécifiquement sur le territoire, je ne l'ai pas marqué là, un volet cohésion sociale et médiation sociale qui est pris en charge dans le cadre du conseil cadial. Ça n'existe nulle part. C'est qu'à Mayotte qu'on peut trouver ça. On appelle ça le conseil cadial. Ils ont la responsabilité en fait de gérer tout le volet droit local. À Mayotte, il y a le droit commun et le droit local. D'ailleurs, la plupart de la population, une grande partie de la population relève de ce droit local avec les mariages, avec des mariages, des divorces qui se font d'une manière officieuse, mais souvent enregistrés et gérés dans le cadre de ces structures. Mais il y a tout le volet cohésion sociale, c'est-à-dire l'accompagnement des collectivités locales pour aider à gérer et accompagner la jeunesse dans les familles et accompagner les parents pour gérer ces questions d'éducation et autres. Mais c'est une structure vraiment qui a un fonctionnement complètement à part, mais qui est très important sur le territoire et c'est une structure qui est en développement pour prendre en charge une autre approche, une manière de gérer les questions familiales, sachant que c'est une structure et c'est une activité qui a été complètement squeezée par la loi statutaire qui a permis à Mayotte de devenir département. Donc on avait considéré que ça ne servait pas à grand-chose et maintenant on se rend compte que c'est un outil très important pour la cohésion sociale et on essaie de le réintégrer dans le fonctionnement du territoire et le fonctionnement des familles. Donc là, sur la slide qui suit, donc j'ai essayé juste de lister très rapidement les prestations d'aide sociale du département. Nous avons un dispositif qui est très mobilisé, le secours exceptionnel, parce que, comme vous le savez, hein, il y a beaucoup de familles en situation de précarité, et c'est un dispositif très léger qui permet d'aider les personnes à s'équiper quand il y a des cyclones, quand il y a des dégâts naturels ou quand les familles sont dans des situations difficiles et n'ont pas les moyens. Le département accompagne pour disposer d'un certain nombre de matériel, d'outils pour le fonctionnement. Et principalement, c'est utilisé pour des bons alimentaires, pour aider les familles dans des situations particulières, à un moment donné, à disposer de bons alimentaires pour gérer au quotidien les situations exceptionnelles. Nous avons le Fonds de solidarité logement
qui intervient aussi trois niveaux, hein, à la fois pour l'eau, pour l'électricité, pour l'hébergement, pour aider aussi des familles qui sont dans des situations aussi difficiles momentanément. Et ça permet d'accompagner ces personnes pour, euh, pour les sortir de ces situations. C'est un dispositif qui est financé par l'État et sur lequel il y a une commission spécifique, une commission qui regroupe l'ensemble des partenaires financiers pour gérer les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau et éventuellement les loyers qui sont impayés ou pour accéder à un logement, les frais qu'on donne quand on loue. Moi, j'ai jamais loué, donc j'habite chez moi. Comment on appelle ça la caution, souvent. La caution, voilà. J'ai la chance d'habiter chez moi, donc nous avons le Fonds d'aide sociale pour l'adaptation et l'amélioration de l'habitat à Mayotte. C'est un fonds très important qui est vraiment en mouvement actuellement. C'est pour permettre aux personnes, à la fois les personnes handicapées, les personnes âgées, mais aussi les familles nombreuses qui sont dans des situations de précarité, d'améliorer les conditions de vie, hein, soit les sanitaires, soit la cuisine, soit le problème d'accès, ou même éventuellement une chambre ou deux chambres supplémentaires pour permettre aux enfants de pouvoir mieux habiter dans leur maison. Donc le département intervient sur ce dispositif-là pour ça, en complément des dispositifs qui existent déjà de l'État, la LBU, la Ligne budgétaire unique, qui finance ces programmes. Il y a des organismes nationaux aussi, l'ANA, je crois, qui finance ça aussi. Donc le département impulse un petit peu tout ça, de manière à accompagner les familles pour que ces familles puissent accéder déjà à ces dispositifs qui demandent à chaque fois ce qu'on appelle des apports personnels, hein, pour pouvoir bénéficier des financements. Donc le département vient en appui aux familles pour prendre en charge cette part d'apport personnel pour permettre justement à ce que les dispositifs se déploient. Pendant des années, on a vu que les crédits qui étaient destinés à ces opérations n'étaient pas utilisés parce que les personnes bénéficiaires ne pouvaient pas apporter leur contribution. Et donc, le département a pris la tâche donc, de ses partenaires pour accompagner ces familles pour que ces situations s'améliorent. Nous avons l'aide à la pierre. Ça aussi, pour les personnes, c'est pour tout le monde. Hein, c'est jusqu'au niveau SMIC, hein, au niveau du territoire, les personnes peuvent bénéficier à 100% de l'aide du département pour prendre en charge aussi l'accession au logement. Là aussi, les Mahorais ont l'avantage, la chance d'être souvent propriétaires de leur terrain ou occupants de leur terrain avec une signification de propriétaire à terme. Donc, ils ont la possibilité de mobiliser les fonds de l'État pour bénéficier de logements. Mais souvent, le dispositif bloque parce qu'ils n'ont pas leur apport qui peut être de 20, 30 ou 40 000 euros. Souvent, ils n'arrivent pas à le donner et ça les met en difficulté. Donc, c'est le département, depuis 2 ans, a décidé de prendre en charge aussi ce volet-là pour permettre à ce que ce dispositif se fasse. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que les uns et les autres ne puissent pas accéder à ces logements quand ils ont un terrain qui leur permette de construire. Bien sûr, il y a une petite part qu'il faudra, mais très très limitée, puisque l'intervention du département se fait jusqu'à hauteur de 25 000 euros par projet. Nous intervenons aussi dans le Fonds de développement social. C'est un dispositif aussi nouveau qui date de 3 ans avec l'État,
avec un financement, un financement, comment on dit, le même financement entre l'État et le département. Comment on dit, un financement, c'est-à-dire si l'État met 1 million, le département doit mettre 1 million. Ouais, c'est pas cofinancé, parce que chacun finance ses projets, mais on doit mettre les mêmes montants pour la programmation qui est définie chaque année. Comment on dit ça en français facile? Hein? Hein? Comment on dit ça? À parité, je ne sais pas, à parité. Donc, le département, on a commencé par 5 millions, puis après, on est à 3 millions. Là, on est à 2,5 millions parce que souvent, c'est très difficile de suivre les opérations. Il y a des opérations qui durent 3 à 4 ans. C'est plutôt des investissements. C'est le financement des structures, des associations, des CCAS, pour construire des crèches, pour construire des centres d'accueil pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, ainsi de suite. Donc, c'est des financements en investissement qui sont mis chaque année entre l'État et le département pour permettre justement à ce qu'on déploie justement la prise en charge des personnes ou des familles. Accompagnement socio-professionnel, donc ça c'est pour permettre dans le cadre de l'accompagnement par exemple des BRSA, puisque le département n'intervient plus sur le volet paiement de RSA, il a quand même la responsabilité de l'accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA pour les amener vers une insertion, soit professionnelle, soit sociale, en fonction des besoins et en fonction des situations individuelles. Donc c'est quelque chose qui se met en place aussi, qui se déploie, puisque pendant des années, c'est nous qui, quelques années, c'est le département qui a payé. Maintenant, on est en train de changer complètement de braquet et de développer principalement le volet accompagnement des personnes. Voilà sur le volet insertion. Bon, il y a plein d'autres choses, mais c'est après l'essentiel. Sur le volet... hop là. Oui, j'avais mis juste la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, quelques actions partenariales, juste pour information, hein, on voulait. On est en train de travailler sur des épiceries solidaires, sur des dispositifs d'accompagnement, manger, bouger pour les familles. On fait des auto-écoles solidaires, on finance. Donc il y a pas mal de projets sur lesquels nous intervenons justement pour développer l'initiative auprès des familles les plus démunies. Le deuxième grand point, c'est l'aide aux personnes âgées et aux personnes âgées principalement. Politique de maintien des personnes âgées à domicile. Donc on a fait un schéma, il y a un schéma de l'autonomie qui est sur le territoire. Ce schéma décline principalement la volonté du territoire, des acteurs, d'accompagner les familles pour que les personnes âgées restent chez eux. On n'a pas des unités d'accueil spécialisées, mais on accompagne, on fait le nécessaire pour que les familles gardent leurs personnes âgées chez eux en mettant en place justement des autorisations à des SAD, des structures d'aide à domicile, mais aussi des dispositions liées à l'APA, allocation personnelle d'autonomie, qui permet aux personnes soit d'employer des personnes pour les aider ou d'utiliser des structures qui sont sur le territoire que le département a autorisé. Donc là, c'est ce que j'ai mis là, déploiement des établissements médico-sociaux. Ça, c'est le département qui autorise ces structures d'accompagnement aussi à domicile. Donc, mais c'est un domaine vraiment qui est en développement, qui commence à peine, avec différents outils qui sont en place, qui se mettent en place. Après, l'aide à l'enfance, c'est ce que je disais, hein, je ne m'étarde pas trop. Il y a l'ASE, tout le monde connaît l'ASE pour la prise en charge des enfants. La protection maternelle infantile pour le volet PMI, avec le suivi de la natalité.
l'adoption et le soutien aux familles en difficulté financière. Donc là aussi, le département intervient et accompagne les familles qui ont des enfants pour les aider. Donc en relation directe avec nous, avec la direction des prestations sociales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme la direction spécialisée pour apporter les aides aux familles. Et puis les aides aux personnes handicapées. Donc ça aussi, c'est une politique qui est vraiment très très récente, et avec la MDPH qui a été mise en place et qui maintenant est fonctionnelle. On développe énormément la prise en charge. Hein. Donc il y a le politique d'hébergement et d'insertion sociale. Jusqu'à maintenant, c'était pour les jeunes, pour les enfants, avec le volet scolarisation, les écoles spécialisées, ainsi de suite, qui se déploient, développent. Les prestations de compensation, les aides aussi qui accompagnent ces situations, hein, quand ils sont évalués, ils sont avant jusqu'à 2020, on ne pouvait bénéficier de l'aide que si on avait 80% d'handicap. Donc aujourd'hui, à partir de 50% de handicap, que ce soit pour les enfants ou les personnes âgées, les personnes adultes, eh ben, on peut bénéficier donc de l'accompagnement nécessaire pour ces personnes, ce qui est quelque chose de très, très, très bien, parce qu'il y a des situations très, très difficiles sur le territoire. Voilà globalement les éléments sur lesquels nous travaillons. J'ai avec moi un document sur lequel je suis en train de finaliser un bilan de 2021 pour vous dire, hein, sur les SAD, les services d'aide à domicile, nous sommes passés de 9 millions en 2020. Seulement sur les SAD, hein, les structures, il y en a une dizaine. On est à 12 millions en 2021, de 9 millions à 12 millions. Et en 2022, le budget que je suis en train de travailler aujourd'hui, actuellement, on a des prévisions de 25 millions d'euros. Seulement pour les SAD, les services d'aide à domicile. Il faut rajouter 3 millions d'euros pour le reste au niveau de l'APA, et à peu près 3 millions pour la PCH, pour le volet handicap. C'est pour vous dire que le département devra faire des miracles pour trouver les ressources nécessaires, sachant que les compensations de l'État sont très très faibles. C'est le CNSA, le Centre national en charge des personnes âgées et personnes handicapées, qui finance ces dispositifs. Et je vous assure que j'ai regardé partout, notamment La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Le niveau de compensation ne dépasse pas le 25 à 30% maximum pour ces interventions. Donc, les ressources doivent être des ressources propres du département. Mais on explique que aujourd'hui, le département de Mayotte est encore très très bas dans le financement du social. Donc c'est normal que les choses évoluent très très vite et que de plus en plus, la part du social va prendre sa place réelle sur le budget du département. Donc ça, c'est le volet SAD. Si vous avez besoin des chiffres, ils sont là. Pour la PCH, on est passé de 150 000 euros en 2020 à 600 000 euros pour les personnes adultes, et pour les enfants à 350 000 euros. Donc on est à 965 000 euros au lieu de 150 000 euros en 2020. Donc là aussi, ça monte très très vite, et les prévisions sont de 2,5 millions pour 2022. Les autres prestations, quand je vous disais que sur le territoire, il y avait des dispositifs spécifiques, hein, pour permettre aux personnes de bénéficier des aides en attendant d'être éligibles au dispositif commun. Nous avons ce qu'on appelle le AEEH,
le tierce personne aidant. Il y a pas mal de dispositifs et jusqu'à 385 000 euros d'aide et d'accompagnement pour les familles. Donc ça, c'est le département qui donne parce qu'il n'y a pas d'autres dispositifs. Voilà. On a les détails des différentes aides APA, personnes âgées, personnes handicapées. Le secours exceptionnel, là aussi. En bois alimentaire, je vous en parlais tout à l'heure, on est à 55 000 euros au niveau du territoire de 2021. Et en secours exceptionnel, pour les équipements et tout ça, on est à 124 000 euros. Donc au total, 180 000 euros de financement. C'est des aides de 700 euros, 100 euros, 200 euros. C'est des petites aides qu'on donne aux personnes. Donc ça multiplie énormément le... Voilà. Voilà. Et puis les FASAL et puis les FSL, j'ai les données. Voilà un petit peu les éléments que je voulais apporter à votre connaissance pour vous permettre de voir un petit peu l'ampleur du chantier sur lequel nous travaillons et sur lequel nous devons tous collaborer. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général des solidarités du département. Alors, je rappelle à tout le monde, l'idée ici, c'est que nous savons qu'il n'y a pas de dispositif spécifique aux personnes vivant avec le VIH. Pour autant, il nous a semblé pertinent de voir quels sont les dispositifs déployés par le département pour que nous puissions voir par la suite comment nous pourrions y entrer, comment nos usagers peuvent en bénéficier, étant entendu que les deux grosses problématiques qui se posent à la grande majorité de nos usagers, c'est plutôt l'aide alimentaire, le basique, l'alimentaire et l'hébergement. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci de vos réactions, de vos questionnements. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Radju Abdou, je suis assistante sociale au CHM. Et ma question, monsieur le DGR, c'est là, tous les dispositifs que vous venez de citer, c'est très bien pour notre département. Mais comme on l'a vu hier et aujourd'hui, on est tous conscients que il y a beaucoup des personnes en situation irrégulière sur Mayotte. Et du coup, parce que je le fais tous les jours, c'est mon travail de tous les jours, les personnes, par rapport au dispositif en tout cas que vous venez de citer, on se rend compte que c'est les personnes en situation régulière seulement qui peuvent prétendre à ces prestations. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on les compte, on est à 30% seulement de la population. Et les autres, on fait quoi de ces personnes-là? Bonne question. Et ce n'est pas au DGA Solidarité qu'il faut poser la question. C'est une question qui relève de l'État. Le département intervient dans un cadre très clairement défini et seul l'État est en mesure d'aller au-delà du cadre qui est défini. Cependant, le département intervient quand même quand il y a des situations de risque ou de situations extrêmes. On intervient quand même avec les bons alimentaires. On distribue quand même aux personnes qui sont en situation irrégulière, même si ce n'est pas systématique. Mais il est vrai que c'est un gros morceau. Et avec tous les partenaires avec lesquels on travaille, c'est la situation sur laquelle il faut travailler. Et il ne faut pas s'étonner aussi de la situation sociale aujourd'hui, parce que la plus grande partie de la population ne bénéficie pas des dispositions qui existent et qui devraient leur permettre d'améliorer les conditions de vie. Donc, votre question est pertinente et moi-même, je l'ai posée à maintes reprises. Et je demande à tous les partenaires, notamment la mission locale ou les autres, de nous fournir les chiffres de manière à ce qu'avec l'État, avec les services de l'État, on puisse justement débattre des solutions
qu'on peut mettre en place pour ces personnes, parce que ces personnes, ils existent réellement, mais en réalité, ils ne peuvent pas émarger sur les dispositifs. Quand je regarde le secours exceptionnel, je suis à peu près à 82% de personnes de nationalité française et je suis à 28% de personnes d'autres nationalités qui sont couvertes par le dispositif. Donc c'est quand même très très faible et je le reconnais. Mais le département ne peut pas aller au-delà du cadre réglementaire qui lui est imposé. Donc nos assistants sociaux qui sont sur le terrain, eh ben, ils ne peuvent donner qu'à des personnes qui répondent aux critères d'éligibilité. On n'a pas d'autre choix que ça, même si souvent je vois et je lis dans les échanges que quand il y a des situations extrêmes, eh ben, on donne quand même les bons alimentaires et on essaye de se justifier d'une manière ou d'une autre, parce que de toute façon, l'humain passe avant tout. Je pense que c'est ce que vous vivez tous les jours. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre réaction? J'ai une petite question au sujet du RSA. J'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que c'est pas le département qui gère le RSA, c'est l'État. Mais du coup, les démarches, les personnes qui sont éligibles au RSA et qui veulent y avoir accès passent quand même par les services du département et c'est juste une question financière ou c'est comment ça marche en fait concrètement? Enfin, je pense que les gens ici le savent, mais du coup, je suis curieux de. Oui, c'est vrai que c'est une particularité du territoire. Je pense que la Réunion est en train de faire la démarche aussi pour ça, parce que le coût du RSA devenait insupportable. On était déjà à 26-28 millions d'euros du RSA et on était compensé à 15 millions. Et chaque année, ça augmente. Donc là, depuis 2019, on était à 26 millions. Là, cette année, on devrait être dans les 40 millions. Donc les élus ont fait le choix de demander à l'État de reprendre cette compétence parce qu'elle n'était plus en capacité de le faire. Et donc c'est le CSM, la Sécurité sociale, qui reçoit les demandes. Donc une fois qu'ils ont attribué la notification pour bénéficier du RSA, le dossier est transféré au département qui prend en charge la personne pour l'amener à sortir du RSA. Donc le CSM reçoit les personnes pour les intégrer. Nous, tout notre travail, c'est de faire en sorte que ces personnes ressortent de ces dispositifs avec une situation à la fois professionnelle et sociale le plus améliorée possible. On n'y arrive pas encore très bien, mais on y travaille et ça ne va pas tarder. On est très bon. J'ai bien répondu à votre question? C'est vraiment ça. C'est qui traite les demandes, quoi. Voilà, c'est l'État dans le cadre du CSM. Voilà. Nous avons une question en ligne donc, qui demande, donc la question c'est je ne comprends pas la question du RSA, l'accessibilité est-elle vraiment effective? Normalement, l'accessibilité par Internet, je crois, et puis, mais c'est quelque chose qui est géré directement par le CSM, donc je n'ai pas beaucoup d'informations, si ce n'est le nombre de personnes que nous gérons, nous prenons en charge chaque année, et normalement, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est le contexte social et le contexte sanitaire qui a fait que l'accueil, c'était un peu moins en présentiel, mais normalement, le dispositif, depuis 2019, est bien opérationnel. Alors, moi, je veux bien aussi compléter donc, et puis en même temps poser une question. Donc, Camille Spire, présidente de AIDE. Alors, en Seine-Saint-Denis aussi, le RSA, il a été renationalisé, entre guillemets. C'était en fait nécessaire, sinon on allait couler financièrement. De la même manière, en fait, c'est des centaines de millions d'euros. Et ça ne change rien pour les personnes, en tout cas, qui demandent le RSA. C'est juste une question financière. Donc, c'est l'État qui paye directement. Donc, du coup, il n'y a pas une compensation de hauteur de
oui, 30, 50 ou 60% du département, parce que ça faisait que ça. Les départements qui sont les plus pauvres, ils coulent en fait. Et j'avais une question par rapport aux allocations adultes handicapés dont peuvent bénéficier les personnes qui vivent avec le VIH. Qu'est-ce qui est fait pour que justement les personnes qui sont concernées puissent bénéficier de ce dispositif? Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce qu'il y a la sensibilisation auprès du personnel soignant, etc. Quoi, c'est un droit, c'est le droit commun en fait, mais que les personnes qui vivent avec le VIH peuvent en bénéficier notamment quand ils sont en stade SIDA. Oui, je ne connais pas le dispositif sanitaire. Cependant, au niveau de la MDPH, parce que toute personne qui doit bénéficier des aides dans le cadre de financement de handicap doit obligatoirement faire l'objet d'une évaluation auprès de la MDPH. Et c'est ce caractère de niveau de handicap que les personnes bénéficient. Maintenant, je ne sais pas si pour le sida spécifiquement, il y a un dispositif particulier. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais si ça rentre dans le cadre de l'handicap, c'est automatiquement l'évaluation qui doit amener à une prise en charge à partir de 50%, à la fois au niveau du matériel, mais aussi au niveau des soins et autres. Maintenant, sérieusement, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les personnes atteintes de sida, s'il y a un dispositif particulier. Bon alors, je ne me suis pas présenté, donc je suis le directeur général de l'association Aide. Je connais rien à Mayotte, donc je regarde l'hôpital, enfin l'assistante sociale de l'hôpital, parce que y a une chose qui m'étonne, enfin pas qui m'étonne, il y a beaucoup de personnes qui sont suivies et donc qui sont malades à l'hôpital et qui n'ont pas de papier. Donc du coup, comment ça se passe avec la préfecture pour les titres de séjour pour soins? Est-ce que, comme en Guyane, il y a des dispositions spécifiques pour le droit au séjour pour les étrangers, où là, de nouveau, on ne traite pas de manière égale les territoires d'outre-mer comme le reste de la métropole? Parce que si les personnes sont malades et qu'elles ont un titre de séjour pour soins, du coup, il y a pas elles sont régulières, donc elles sont éligibles. Donc en fait, là, il y a un truc qui ne va pas. Évidemment, là, je ne parle pas des personnes qui n'ont pas de problème de santé. Mais normalement, les personnes qui ont des problèmes de santé, elles doivent avoir un titre de séjour pour soins. Et du coup, elles peuvent être éligibles. Bonjour. Je crois qu'il y a aussi la notion de titre de séjour pour soins. Il faut arriver à prouver pour les personnes étrangères qu'on ne peut pas avoir recours aux soins dans son pays. Ah. Oui, bien sûr, c'est le droit existant. Mais qu'en pratique, je parle juste des personnes vivant avec le VIH, mais on peut imaginer qu'une personne qui vit avec le diabète, des troubles métaboliques et des problèmes psychiatriques, la situation est la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, en tout cas en métropole, dans les préfectures, on refuse le droit au séjour pour soins pour des personnes vivant avec le VIH, qui sont originaires par exemple de République centrafricaine ou du Congo, où sur le papier, effectivement, il y a les traitements, mais en pratique, il n'y a pas d'accès. Donc c'est une énorme hypocrisie de l'État français de dire on parle de traitement effectif parce que ça n'existe pas. Alors si on est sur le VIH pour une raison très simple, c'est que quand vous êtes suivi en France et que vous êtes traité pour le VIH, vous avez une ligne de traitement les plus récentes, d'une part. Si vous êtes expulsé, vous retournez dans un pays où ces lignes de traitement n'existent pas, premièrement. Deuxièmement, comme il y a une file d'attente, vous serez dans la file d'attente. Et troisièmement, comme vous êtes bien traité, vous avez des résultats virologiques et de CD4 qui sont bons, donc vous ne serez même pas éligible au traitement parce que vous arrivez en trop bonne santé par rapport au truc national. Donc c'est vraiment le summum de la dégueulasserie, j'ai envie de dire s'il n'y a pas de possibilité d'avoir un traitement dans ce pays, parce que c'est les pays riches qui permettent la prise en charge médicale. Donc oui, effectivement, c'est ce qui existe, mais en pratique, toutes les personnes vivant avec le VIH ou des hépatites ou même d'autres pathologies graves ne doivent pas être envoyées dans leur pays d'origine parce qu'elles ne peuvent pas se soigner. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être des... Bonjour à tous. Je suis assistant social au CHM et justement, je suis le référent pour tout ce qui est régularisation pour soins au CHM. J'aborderai le sujet tout à l'heure lorsque j'interviendrai. Mais effectivement, il y a un dispositif spécifique qui
que j'ai mis en place depuis 2012 et depuis 2017, mars 2017, je travaille avec l'Office français de l'immigration pour justement faire procéder à la régularisation pour soins en urgence pour tous les patients qui relèveraient de ce dispositif-là. Mais j'en parlerai un peu plus tard lorsque j'interviendrai. En effet, c'est le sujet, c'est la présentation suivante. La prise en charge spécifique, la prise en charge sociale spécifique des personnes vivant avec le VIH par le service social du centre hospitalier. Pour continuer ou pour finir avec Monsieur le DGA, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questionnements? Voilà. Nous en avons terminé pour l'instant, Monsieur le DGA, en vous remerciant infiniment pour cette présentation. Ça nous permettra certainement d'y voir un peu plus clair, en tout cas sur ce qui est possible, et de voir comment nous pouvons nous faufiler là-dedans pour nos usagers. Voilà. Tout à fait, merci. Merci aussi. Et nous sommes à votre disposition, hein, le département, les services. Nous avons de plus en plus d'agents travailleurs sociaux qui sont sur le terrain. Donc n'hésitez pas, demandez aux personnes d'aller, notamment sur les questions de logement. Hein, c'est quelque chose qui est en train de prendre vraiment d'importance. Il y a des financements qui sont là, il faut pouvoir les mobiliser pour pouvoir aller au bout et permettre aux gens de vivre mieux. C'est le souhait du vice-président et de l'ensemble des élus. Donc je vous remercie en leur nom. Tout en tenant compte du cadre réglementaire qui est défini, nous l'avons bien compris.